La raison pour laquelle je vous présente un Scientific Day sur les épreuves d'effort, c'est pas forcément ma préférée, mais c'est une réalité. Dans un épisode précédent, j'ai dit une bêtise. Dans celui que j'avais fait sur les bases de l'entraînement, de la nutrition et de la récupération, j'avais eu une question qui m'avait amené à parler des épreuves d'effort. J'avais répondu qu'un des meilleurs moyens de prévenir les problèmes cardiaques à l'exercice était d'en réaliser une. Et suite à ça, j'ai reçu 2 types de messages. Les premiers, c'était juste des questions qui me montraient que ce qui, pour moi, me semblait évident ne l'était pas pour tous. En fait, c'est pas clair ce que c'est qu'une épreuve d'effort. Combien de temps ça dure, qui la réalise, qu'est-ce qui est mesuré pendant, pourquoi est-ce qu'il faut en faire une. Le deuxième retour, et je remercie beaucoup les gens qui me l'ont souligné, c'est que c'est pas vrai. D'après la littérature, les épreuves d'effort, c'est pas le meilleur moyen de prévenir les risques d'accidents cardiaques ou cardiovasculaires pendant l'exercice. Et en fait, ce qu'on mesure pendant ces tests a peu de chances de nous aider à détecter quoi que ce soit d'utile pour notre santé d'athlète. Pour les entraînements, c'est différent, mais dans le cadre de la santé, c'est pas aussi génial que je l'imaginais. Alors bon, pour me dédouaner, la science c'est ça, des erreurs et des corrections par la suite, c'est un peu ce qu'on appelle la self-corrective theory d'ailleurs. L'idée qu'au fur et à mesure du temps, la science, elle s'auto-corrige jusqu'à ne contenir que ce qu'il y a de plus valable. Il y a des personnes qui voient ça comme des contradictions, qui utiliseront ce procédé comme c'est la preuve que la science dit tout et son contraire. Mais c'est pas vrai, en réalité, elle s'auto-corrige simplement. Donc je vais m'appliquer ce principe et je vous propose cet épisode en 2 parties où je vais vous présenter ce que sont les épreuves d'effort, leur utilité dans le cadre de l'entraînement, puis je recevrai 2 experts pour parler de leur utilité vis-à-vis de la santé des sportifs. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 1 sur les épreuves d'effort. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor avec des fonctionnalités comme leur récente mesure d'intensité ZoneSense qui aide à délimiter 3 zones d'effort distinctes et peut donc venir compléter les résultats d'un test d'effort dont on va parler dans cet épisode. Pour commencer, je vous l'ai déjà dit dans des épisodes précédents que vous retrouverez en ligne, le trail et l'ultra trail sont bons pour la santé. Si on s'intéresse uniquement aux aspects cardiovasculaires dont on va plutôt parler dans l'épisode d'aujourd'hui, l'excellente revue par exemple de Parry-Williams et Sharma qui a été publiée en 2020 dans Nature, elle est claire. Selon ses auteurs, si des volumes d'entraînement en endurance très élevés peuvent parfois être associés à une mortalité légèrement accrue par rapport à des volumes modérés, il est essentiel de retenir que quelle que soit la dose d'entraînement pratiquée, la mortalité est systématiquement plus faible chez les sportifs d'endurance que chez les personnes sédentaires. L'article de Lee et al. En 2015 résume d'ailleurs magnifiquement cette approche avec une analyse qu'on appelle en J inversé. Et si ces premiers résultats ont suscité certaines inquiétudes concernant les effets potentiellement néfastes des entraînements extrêmes, ces craintes elles ont été récemment tempérées, par exemple par la méta-analyse de Blondet et al. En 2019. Cette dernière conclut clairement qu'une pratique d'endurance, même à très haute intensité ou à très haut volume, continue d'avoir des effets positifs nets et significatifs sur la santé cardiovasculaire. La méta-analyse de Pedicic et al. En 2019 confirme aussi les bénéfices protecteurs des sports d'endurance et montre qu'ils persistent à toutes les charges d'entraînement étudiées, y compris les plus élevées par rapport à un mode de vie sédentaire. Néanmoins, de manière globale, quand on regarde un petit peu les chiffres, en moyenne, un pratiquant sur 50 000 décède d'un arrêt cardiaque pendant un effort d'endurance. En tout cas, c'est ce qu'avancent Parry-Williams et Sharma en 2020. Donc 1 pour 50 000, ça représente 0,002%. Toujours d'après ces auteurs, 80% de ces décès à l'effort seraient dus à un problème coronarien, majoritairement à la rupture d'une plaque qui serait présente dans une artère coronaire. Pour information, à titre de comparaison, je trouvais ça intéressant de mettre les chiffres en parallèle. Dans la population générale, il y a 17 millions de décès par an à cause de maladies cardiovasculaires pour 8 milliards d'humains, ce qui représente 0,21%. Et pour revenir au contexte sportif, pour prévenir ces accidents dans ce contexte-là, le concept d'épreuve d'effort a été introduit il y a plusieurs années. La réalisation d'une épreuve d'effort, elle présente en fait 2 intérêts pour les sportifs d'endurance. Le premier, c'est la prévention des risques. Les efforts prolongés peuvent parfois révéler ou aggraver des anomalies cardiaques jusqu'ici silencieuses. Une épreuve d'effort, elle pourrait détecter précocement certaines pathologies avant que celles-ci ne deviennent problématiques. En tout cas, c'est ce qu'avance Van de Sande et al. En 2016 ou encore Detrano et al. En 1989. Je reviendrai sur cette étude un peu plus tard.
Je fais un petit parallèle, mais j'ai typiquement vécu ça pendant mon doctorat avec des personnes qui étaient atteintes de cardiopathie. Il y en a une d'entre elles qui a eu des signes d'un infarctus imminent pendant ses entraînements en course à pied, alors qu'au repos, cette personne n'avait aucune alerte, elle n'avait aucun ressenti, il n'y avait rien qui lui laissait entendre qu'elle avait un problème cardiovasculaire. Donc la première utilité, ce serait la santé, et la deuxième, c'est l'optimisation de l'entraînement. En identifiant précisément certains seuils physiologiques, comme le seuil lactique, les seuils ventilatoires, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent que vous retrouverez en ligne, ces tests ils permettent de calibrer l'entraînement. En tout cas, c'est une utilité que souligne l'IREAL en 1999 ou encore l'étude de Petek-et al. En 2021. Malgré leur utilité, supposée en tout cas, les épreuves d'effort, elles restent assez mal comprises par le public et parfois mal utilisées également par les praticiens. Il y a de l'incompréhension dans la population générale et parfois il y a des mauvaises pratiques dans le milieu médical. En tout cas, ça c'est pas moi qui le dis, c'est ce que soulignent des auteurs comme Van de Sande et al. En 2016 dans leur revue. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une épreuve d'effort? À quoi servent exactement ces tests? Quels tests choisir? Est-ce qu'ils sont utiles pour prévenir les accidents cardiovasculaires à l'effort? Je vous propose qu'on réponde à tout ça avec la littérature, mais elle va peut-être pas vous rassurer tant que ça. On va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve d'effort? La revue de littérature de l'IREAL en 99, elle définit ce que c'est. Il s'agit d'un examen médical et qui est réalisé généralement pour observer comment le cœur, les poumons, les muscles réagissent lorsqu'on les soumet à un effort physique progressif et contrôlé. Concrètement, on demande aux sportifs de réaliser un effort dont l'intensité augmente plus ou moins progressivement et le test il peut amener à des intensités sous-maximales ou maximales. Je vous en reparle dans un instant. Pendant ce test, plusieurs paramètres physiologiques importants sont mesurés, comme par exemple la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la consommation d'oxygène, VO2 max ou VO2 pic, mais pas forcément de manière systématique, et les concentrations sanguines de lactate, mais là aussi pas forcément de manière systématique. Cette épreuve, on peut la réaliser sur un vélo, sur un tapis roulant, sur un ergomètre à bras, selon les caractéristiques des sportifs, plus ou moins malades ou plus ou moins entraînés, plus ou moins pratiquants. Par exemple, un trailer réalisera préférentiellement son test sur un tapis de course, si possible avec inclinaison, parce que ça reproduit sa pratique. À l'inverse, un cycliste, on va plutôt le mettre sur un vélo, et un coureur sur route, on va plutôt le faire courir à plat. Et à l'inverse, un trailer qu'on mettrait sur un vélo pourrait ne pas atteindre ses intensités maximales sur cycle à cause de contraintes techniques. Il pourrait arriver à une limite technique qui l'empêche d'aller chercher ses vrais maximales, simplement du fait qu'il ne maîtrise pas la pratique sur laquelle on le mesure, et non pas à cause d'un vrai maximal atteint. Et je vais revenir sur à quoi ça sert une épreuve d'effort. Un des objectifs principaux, supposés, c'est de dépistage précoce de maladies cardiovasculaires silencieuses. Et je dis bien silencieuses. On pense par exemple aux maladies coronariennes, c'est-à-dire les pathologies qui globalement touchent les artères qui alimentent le cœur en sang. Pendant l'effort, le cœur il est soumis à une demande accrue en oxygène, donc le rythme cardiaque va augmenter. Et cette situation, elle peut parfois révéler des anomalies cachées. Par exemple, on peut observer une anomalie sur l'électrocardiogramme, l'ECG, qui peut indiquer une mauvaise circulation sanguine au niveau du cœur. Cette mauvaise circulation, elle sera signe d'une maladie des artères coronaires. Mais en dehors du dépistage médical, l'épreuve d'effort, elle est utile pour déterminer certaines capacités physiques et ajuster l'entraînement. Par exemple, quand on fait un test maximal, ça permet de mesurer la capacité physique maximale de l'athlète, comme la fréquence cardiaque maximale ou son VO2 max, et ainsi, ça va nous permettre de déterminer approximativement des seuils ventilatoires et lactiques. Quand on les a déterminés, ces seuils, pendant le test, ça permet de mieux structurer l'entraînement. Par exemple, dans une approche en 3 zones, zone 1, zone 2, zone 3, qui est une approche que moi j'aime bien, ça va nous permettre de savoir à quelle fréquence cardiaque à peu près on change de zone d'intensité et du coup à quelle fréquence cardiaque la zone 1 correspond, quelle fréquence cardiaque la zone 2 correspond et la zone 3 correspond. L'IREAL en 99, il disait déjà ça. Il disait qu'en avoir connaissance, ça permet de calibrer correctement les intensités ciblées pendant des entraînements, en zone 1, 2 ou 3 par exemple. Et donc, en connaissant précisément ces seuils, le sportif peut éviter certaines erreurs classiques, comme le travail dans des zones trop élevées ou trop basses, et peut-être même prévenir le surentraînement. Je vous en parlais dans l'épisode avec Anaël Aubry sur justement le surentraînement que vous retrouverez en ligne. Je souligne qu'il y a des méthodes alternatives qui existent pour déterminer ces zones, mais je vous en parle à la fin de l'épisode. Là, je viens d'évoquer en fait l'intérêt des épreuves d'effort pour optimiser son entraînement en endurance. Mais au-delà des tests en laboratoire, la performance, ça se joue surtout sur le terrain, et notamment avec un équipement bien pensé. Et c'est le bon moment pour moi de vous parler d'un partenaire de cette saison 2 du podcast, Waze. Waze, c'est une marque créée par et pour des ultra-trailers avec une vraie réflexion sur la durabilité et la performance des produits. Et ils viennent de sortir leur premier cuissard, le Alpha
Half Tights. L'objectif, il est simple, c'est un cuissard minimaliste, léger, 85 grammes, mais ultra fonctionnel. Il propose une poche sur la cuisse pour le téléphone, une poche arrière pour une flasque et une poche latérale pour du ravitaillement. En gros, il permet d'emmener tout le nécessaire pour être autonome sur certaines sorties, sans avoir besoin d'un sac, ou alors pour compléter un de leurs sacs comme le Sherpa Max. Je vous invite à aller découvrir le Half Tights de Wyze sur leur site, le lien est en description, et maintenant revenons à nos épreuves d'effort et on va voir les différents types d'épreuves qui existent. Quand un médecin prescrit une épreuve d'effort, il peut choisir entre 4 types de tests. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les tests sous-maximaux. L'IREAL en 99, ils expliquent qu'il consiste à réaliser un exercice progressif qui n'amène pas le sportif jusqu'à son maximum physiologique. Le protocole, il est généralement arrêté à un niveau d'effort prédéfini et souvent c'est autour des 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique, avec le calcul classique 220 moins l'âge, avec toutes les limites qu'on connaît à ce calcul. Ces tests, ils sont plutôt adaptés aux populations qui sont considérées comme fragiles, comme les personnes qui sont en réhabilitation après un infarctus ou qui présentent des limites physiques importantes, comme des problèmes orthopédiques, des maladies chroniques. Donc pour un athlète d'endurance en bonne santé avec un entraînement régulier, il y a peu de chances que ce test soit prescrit. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle un test maximal. Là aussi, l'IREAL en 99, ils le définissent clairement. Ils expliquent qu'il a pour objectif principal d'évaluer la capacité maximale d'effort d'un individu. Et pour ça, le sportif doit réaliser un effort d'intensité croissante jusqu'à atteindre au moins 85% de sa fréquence cardiaque maximale théorique. Mais la plupart du temps, la fin du test, elle est déterminée par l'arrêt d'exercice, par l'athlète lui-même, lorsqu'il a atteint son effort maximal, lorsqu'il est épuisé. Par exemple, pour un trailer, il sera demandé sur un tapis de course avec inclinaison de poursuivre l'effort jusqu'à épuisement total, jusqu'à s'arrêter parce qu'on ne peut plus avancer. Ces tests ils seraient plus intéressants pour obtenir une vision plus complète des réponses cardiovasculaires à l'effort, puisque toutes les zones d'intensité possibles sont alors balayées et qui ne dépendent pas des limites du calcul de la fréquence cardiaque maximale avec la formule 220 moins l'âge. Par contre, ces tests ils peuvent présenter des limites, comme la motivation, il faut être très motivé pour vraiment aller chercher ces maximums, ou les conditions de réalisation, par exemple la chaleur, qui dans une salle peut venir influencer les résultats. Et Van de Sande, en 2016, il soulève une autre limite à ces tests qui concerne spécifiquement les athlètes entraînés, mais ça, je vous en reparle dans quelques instants. Ensuite, il existe les tests maximaux avec analyse des échanges gazeux. Donc, c'est les tests d'effort qui sont dits cardiopulmonaires. Aujourd'hui, il me semble, d'après la littérature, qu'ils sont considérés comme étant le gold standard pour évaluer précisément la capacité physique maximale d'un sportif. Dans ces tests, en plus des mesures de fréquence cardiaque, ces protocoles, ils analysent directement la consommation d'oxygène et la production de dioxyde de carbone pendant l'effort. C'est ces tests-là qui permettent de déterminer le VO2 max d'un athlète, mais aussi les seuils ventilatoires SV1 et SV2. Et s'ils sont couplés à des mesures de lactatémie, ils permettent aussi de déterminer les seuils lactiques SL1 et SL2. Pour les pratiquants et les pratiquantes de sport d'endurance comme le trail, cette précision, elle est utile. Elle permet de mieux déterminer les seuils d'entraînement et de les corréler à une fréquence cardiaque pour l'utiliser dans l'entraînement. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Faire un test d'effort sans ces mesures, ce serait passer en fait à côté de l'identification de toutes ces zones. Et enfin, il y a une dernière forme d'épreuve d'effort qui existe, c'est celle qui est appelée l'électrocardiographie d'effort. Ce test, il est un peu particulier, il associe un effort physique, donc souvent sur un vélo semi-allongé, à une échographie cardiaque pendant l'effort. Son objectif à ce test, c'est de visualiser en temps réel la réaction du cœur pendant l'effort. Cette méthode, elle est surtout prescrite en cas de suspicion d'anomalies spécifiques du cœur, chez des personnes chez qui on pense qu'il y a vraiment un problème cardiaque. Elle serait par exemple utilisée chez des sportifs qui ont des symptômes alertants comme des douleurs thoraciques ou un essoufflement atypique, et il est parfois avancé que l'intérêt majeur de cette approche, c'est sa capacité à identifier précisément certaines anomalies du cœur à sa contraction qui ne se manifestent que pendant l'effort. Je vais faire maintenant un petit point sur comment ça se déroule, une épreuve d'effort en endurance. Avant sa réalisation, le corps médical il va vérifier qu'il n'existe pas de contre-indication absolue ou relative qui pourrait mettre le sportif en danger pendant l'effort. On pense par exemple à un infarctus récent, des troubles du rythme cardiaque qui sont graves et pas contrôlés, ou encore des douleurs thoraciques régulières. Ça, c'est ce qu'on appelle des contre-indications dites absolues, et il y en a d'autres qui sont dites relatives, comme de l'hypertension, qui là sera évaluée par le médecin et qui déterminera à quel point est-ce qu'on va pousser l'athlète pendant l'effort. Donc systématiquement, il y a un entretien médical qui est réalisé avant l'effort pour détecter ces éventuelles contre-indications. Pendant l'épreuve, l'effort il se déroule habituellement sur un tapis roulant ou sur un cyclo-ergomètre. L'IREAL, ils expliquent qu'il y a différents protocoles qui existent pendant, mais les plus fréquents, c'est les suivants.
Le premier, c'est le protocole de Bruce. Il s'agit d'une augmentation rapide et progressive de la vitesse et de la pente sur un tapis roulant par paliers successifs de 3 minutes. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le protocole en rampe, le ramp test. Il est assez connu et souvent pratiqué. On y augmente progressivement et continuellement l'intensité de l'effort sans à-coup. Donc c'est des petites augmentations régulières et progressives et il permettrait une meilleure précision des résultats. Et enfin, il y a le protocole qu'on appelle bulk wear. Ce dernier, il est plus progressif et il est souvent utilisé pour les sujets âgés ou moins entraînés. Durant toute la durée du test, le sportif, il est équipé de capteurs qui vont permettre différentes mesures, comme l'électrocardiogramme continu, qui enregistre l'activité électrique du cœur. Il est parfois autorisé de porter sa propre ceinture de fréquence cardiaque, ce qui permet peut-être d'utiliser le même outil pendant le test qu'à l'entraînement, et donc pourrait augmenter le transfert des résultats au terrain. Parfois, je vous l'ai dit, la pression artérielle elle est mesurée. On a également la sensation subjective du sportif qui sont systématiquement notées, comme l'essoufflement, les douleurs thoraciques, la fatigue musculaire, sa perception de sa capacité à continuer. Pendant un test, les personnes autour vont souvent vous demander « on continue ou pas ?» Et on retrouve également parfois l'utilisation de capteurs en saturation en oxygène ou de mesures du lactate sanguin. Après l'épreuve, à l'issue, il y a plusieurs paramètres qui vous sont rendus sous la forme d'un document et vous retrouvez normalement la fréquence cardiaque maximale atteinte, la consommation maximale d'oxygène, donc VO2 max atteint, les seuils ventilatoires, les seuils lactiques et la fréquence cardiaque observée à ces seuils. Et si des résultats inhabituels apparaissent, comme des anomalies à l'électrocardiogramme, il y a une prise en charge qui vous est proposée généralement et on vous explique quelles anomalies ont été observées. Mais toutefois, les sportifs comme les non-sportifs doivent être rassurés. En effet, ces dernières années, la fiabilité des épreuves d'effort a été de plus en plus questionnée, et ce, encore plus chez les athlètes entraînés. D'après la littérature, résumée dans l'excellente revue de littérature de Van de Sandea en 2016, dans le contexte de la santé, les épreuves d'effort ne sont pas si fiables qu'on pourrait le croire. En fait, leur efficacité diagnostique, elle serait loin d'être parfaite, et ça surtout chez les sportifs. En fait, pour qu'un examen médical soit considéré comme fiable, comme robuste, donc qu'il ait une bonne précision diagnostique, qu'il soit efficace à diagnostiquer une pathologie, il doit posséder 2 qualités essentielles que je vais vous expliquer maintenant. D'abord, il doit présenter une bonne sensibilité, c'est-à-dire une bonne capacité à détecter une maladie chez les personnes qui possèdent réellement la maladie. Ensuite, le test doit posséder une bonne spécificité, c'est-à-dire une bonne capacité à correctement identifier les sujets sains qui n'ont pas la maladie. Je vais vous illustrer ça avec le test antigénique qu'on a presque tous réalisé pendant le Covid. Après qu'on se soit exploré les narines, on souhaite que le test ait une bonne sensibilité, c'est-à-dire que les probabilités qu'on soit malade du Covid alors que le test nous dit qu'on est malade soient élevées. Donc qu'on soit vraiment malade si le test nous dit qu'on est malade et donc qu'on puisse prendre les bonnes décisions avec ce diagnostic. Et nous et nos proches, on attend également une bonne spécificité, c'est-à-dire que le test, s'il nous indique qu'on n'est pas atteint du Covid, on espère qu'on soit effectivement pas atteint du Covid, qu'on soit effectivement pas malade. C'est ce qu'on appelle la spécificité. Dans le cadre des maladies cardiovasculaires, la méta-analyse de Detrano et al., qu'ils ont réalisée en 1989, elle est vieille mais c'est encore la plus utilisée, elle avance pas des chiffres rassurants, je trouve. Leurs résultats, ils montrent que l'épreuve d'effort classique présente une précision diagnostique modérée, avec une sensibilité à environ 68% et une spécificité autour de 77%. Autrement dit, vulgairement, un patient sur 3 n'a pas de problème cardiovasculaire alors que les résultats de l'épreuve d'effort laissent entendre qu'il y a un problème cardiovasculaire, et environ une personne sur 5 a effectivement un problème cardiovasculaire alors que l'épreuve ne l'a pas décelé. Selon Van de Sandea en 2016, ces résultats limitent la pertinence de l'épreuve d'effort comme outil diagnostique de la santé cardiovasculaire dans la population générale et dans la population des athlètes. Et d'ailleurs, ces auteurs y soulignent aussi que ces résultats sont trompeurs, car ils dépendent également du grade d'atteinte de la maladie coronarienne. Par exemple, à 50% d'atteinte, le test perd encore en fiabilité par rapport aux chiffres que je viens de vous présenter. Et tout ça, c'est particulièrement vrai chez les sportifs. Chez les sportifs entraînés, la fréquence de faux positifs, elle est encore plus élevée. Alors, d'après Van de Sandea en 2019, ça s'expliquerait potentiellement par les adaptations cardiaques physiologiques qui sont provoquées par un entraînement régulier en endurance. Ces adaptations, comme l'hypertrophie ventriculaire, sont souvent mal interprétées et donnent des signes pathologiques pendant l'épreuve d'effort, classique, alors qu'en fait, il n'y a pas de pathologie cardiaque. De plus, des anomalies au test d'effort chez les athlètes pourraient aussi être liées à des modifications spécifiques de la microcirculation cardiaque.
C'est ces mêmes auteurs qui en parlent. Ils parlent de, par exemple, dysfonction des petits vaisseaux coronariens induites par un entraînement intensif chronique, répété, et qui font qu'on considère souvent des résultats comme faussement positifs, alors qu'en réalité, ils reflètent des adaptations particulières du cœur à l'effort chez des personnes qui s'entraînent régulièrement mais qui n'ont pas de problème sur le plan clinique. Donc chez les athlètes asymptomatiques, la fiabilité diagnostique de ces tests, elle reste largement discutée. Par exemple, la revue de Van de Sandéal en 2016, ils insistent largement sur les problèmes que ces faux positifs et ces faux négatifs entraînent pour les personnes. Mais pour mieux comprendre tout ça, je vous renvoie à la partie 2 de mon épisode avec 2 cardiologues qui discuteront de ça encore mieux que moi. Et avant de conclure cet épisode, je vous propose de passer à la rubrique Gollum met la lumière sur qui vous est proposée par Gollum, partenaire de la saison 2 du podcast. Comme chaque semaine, Gollum vous propose sur Instagram de poser vos questions sur la thématique qui va être abordée. Si vous voulez participer, je vous invite à rejoindre l'Instagram de Courir Mieux et de Gollum. Et certaines questions sont sélectionnées et répondues dans les épisodes. Aujourd'hui, j'en ai pris 2. La première, c'est est-ce qu'un autre test, que le test d'effort, peut donner des informations similaires? Alors pour moi, il y a 2 niveaux de réponse à cette question. Il y a un niveau de réponse qui va concerner la santé et un niveau de réponse qui va correspondre à l'entraînement. Je mets de côté la réponse pour la santé parce que j'en parle largement dans la partie 2. Pour l'entraînement, oui, clairement. On en reparle aussi un petit peu dans la partie 2. Mais ce que j'avais mentionné dans l'épisode sur les seuils lactiques et ventilatoires, le talk test, ça marche très bien. Le but du talk test, et d'ailleurs il y a un récent papier qui a remis en avant la fiabilité de ce talk test, il propose qu'en fait on peut déterminer les seuils ventilatoires en fonction de perception d'effort et de perception de la capacité à parler. Le seuil ventilatoire 1, il se trouverait au moment où on perd la capacité à tenir une discussion de manière confortable avec quelqu'un. Donc toute la zone 1 d'entraînement, ce serait la partie où on peut parler avec un individu, ou quand on s'entraîne, on peut tenir une discussion, on peut faire plusieurs phrases d'affilée, soit très facilement, soit avec un tout petit peu d'effort, mais il est possible de parler avec un individu, de tenir une discussion et de faire plusieurs phrases. La zone 2, elle se trouverait dans cette partie où on peut faire uniquement une phrase et on a forcément besoin de reprendre notre respiration avec un certain effort pour faire une deuxième phrase. Donc pour répondre à quelqu'un qui nous parle, on a vraiment besoin de respirer, prononcer quelques mots, respirer. La discussion demande un effort. Et la zone 3, elle commencerait, le seuil ventilatoire 2, il commencerait au moment où on peut plus faire une phrase. Où en fait on peut simplement prononcer 1, 2 mots, voire plus du tout parler. Donc je vous invite à retourner par exemple sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez cet épisode au format écrit avec toutes les références que j'ai citées, mais vous retrouverez également des informations sur le talk test, comment vous pouvez le réaliser et comment vous pouvez identifier, sans épreuve d'effort, votre seuil ventilatoire 1, votre seuil ventilatoire 2, et donc vous entraîner en zone 1, en zone 2 ou en zone 3. La deuxième question que j'ai sélectionnée, c'est en combien de temps on en récupère? Et bien en fait, pour en avoir réalisé un l'an dernier, c'est minime, c'est vraiment ridicule. En fait, une épreuve d'effort, ça représente 15 minutes d'effort à intensité croissante. Au premier palier, c'est facile. Puis en fait, on atteint des intensités qui sont difficiles, puis des intensités qui sont complètement maximales. Mais vraiment, en 15 minutes, c'est terminé. On passe très peu de temps dans l'effort. Et c'est même un peu frustrant parce que la fatigue, elle est très passagère. Et généralement, quand vous avez arrêté votre test d'effort, 5-10 minutes plus tard, vous avez l'impression que vous pourriez repartir et que vous auriez pu faire mieux dans le test d'effort. Donc vraiment, la fatigue, elle est minime. Hein. C'est possible de se réentraîner. Alors peut-être pas en intensité, mais au moins en zone 1, en aérobie basse intensité, le soir même. Et c'est pas un test qui va vous fracasser. C'est un test qui vous pousse à votre maximum. Et une fois que vous l'avez atteint, vous vous arrêtez. Mais en fait, comme vous n'avez pas passé beaucoup de temps non plus dans ces zones très intenses, vous avez juste atteint un plafond, c'est pas un test qui est épuisant. Et d'ailleurs, ça répond à ce que je viens de dire en partie à des questions qui m'ont été posées sur le besoin de passer plus de temps par palier. Des fois, il y a des gens qui trouvent bizarre que les paliers augmentent si rapidement, par exemple toutes les minutes. Et en fait, non, c'est tout à fait normal. Même si on est un sportif d'endurance, le fait de passer longtemps à une intensité, c'est pas le but du test d'effort. Le but, c'est juste de monter progressivement pour que le rythme cardiaque et la ventilation, elles fassent exactement pareil, elles montent progressivement, jusqu'à atteindre un max. Le max, il est atteint en fait quand on observe un plateau. La VO2 max est représentée sur le schéma par un plateau. Au niveau cardiaque, c'est pareil, vous atteignez un plateau sur les derniers paliers d'un test d'effort bien réalisé, votre fréquence cardiaque, en fait, elle monte pas. Vous voyez que ça fait déjà quelques minutes, quelques secondes que vous êtes à votre max. Moi, quand je l'avais atteint, c'était à 188 BPM. Ça bougeait plus. Et l'intensité avait beau avoir augmenté, et le temps passé au palier avait beau avoir augmenté, ma fréquence cardiaque, elle bougeait plus, parce que j'étais à mon max. Donc il n'y a pas une nécessité de passer longtemps au palier pour que le test d'effort soit bien réalisé.
Le protocole du RAM test, dans mes souvenirs, c'est environ 1 minute par palier, c'est largement suffisant. Donc pour conclure cet épisode 1, le trail et les sports d'endurance, ils sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire, quel que soit le volume d'entraînement réalisé. Il en est de même pour la santé, en général. Moi, j'adore une expression de Guillaume Millet qui dit souvent dans des interviews « Il ne faut pas chercher le trou de la sécu le dernier week-end d'août à Chamonix ». Ce à quoi je souscris complètement, et d'ailleurs mes deux invités de la partie 2 reviennent exactement là-dessus. Le trail et l'ultra-trail, par les entraînements qu'on y fait, ils sont presque plus protecteurs pour la santé, moins à risque pour la santé que d'autres pratiques. Mais je ne vais pas vous spoiler la partie 2. Toutefois, bien que très rares, les accidents cardiaques, ils existent pendant l'effort. Ça arrive. Il me semble que le dernier exemple malheureux, c'est sur les Templiers 2023. Les épreuves d'effort, elles ont été développées pour évaluer la santé cardiovasculaire et essayer de prévenir ce type d'accident. Ils permettent d'optimiser les entraînements grâce à une meilleure connaissance des zones d'intensité et de nos maximums, comme FC max, VO2 max. Mais cet examen, il présente certaines limites, surtout une fiabilité diagnostique modérée et une fréquence importante de faux positifs. C'est particulièrement vrai chez les athlètes et ça questionne la fiabilité de ces tests pour la santé. Donc si cet outil il demeure précieux pour l'entraînement, sa pertinence dépend pour moi de votre profil, de vos symptômes éventuels et de vos objectifs sportifs. Un médecin il sera certainement plus à même de juger que moi de sa pertinence, mais j'ai le sentiment que dans un contexte de santé, ce test, il pourrait ne pas vous apprendre grand-chose que vous ne saviez pas déjà. Dans le contexte de l'entraînement, il peut apporter des informations précieuses, même si d'autres tests moins onéreux que vous pouvez faire régulièrement sur le terrain, comme le TOLK test, peuvent vous apporter des informations similaires. Quoi qu'il en soit, je vous recommande d'en discuter avec un expert du corps médical qui normalement est formé et est au courant des dernières avancées de la littérature qui questionnent la fiabilité de ces tests d'effort, et qui vous donnera les meilleures recommandations en cas de doute ou de symptômes inhabituels, douleurs thoraciques, essoufflement inexpliqué, palpitations, parce que dans ce cas-là, la consultation médicale, elle est incontournable. Voilà, c'est tout pour ce Scientific Day partie 1 sur les épreuves d'effort. Tout d'abord, je remercie For Endurance, mon partenaire nutrition qui soutient la saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, vous le savez, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science. Cette semaine, je vous invite à découvrir la Energy Unit Drink 90, une boisson d'effort avec un ratio maltodextrine-fructose à 1,08 et un dosage de sodium et d'arômes adapté pour remplir une flasque avec jusqu'à 90 grammes de glucides. Donc c'est idéal pour les entraînements longs et les courses. Le lien vers cette boisson, il est en description de l'épisode. Vous y retrouverez d'ailleurs également un code promo pour For Endurance. J'ai oublié de vous le dire, mais il y a également un code promo pour Suunto d'ailleurs. Je remercie également à nouveau les 3 autres partenaires qui rendent cette saison 2 possible, Gollum, Suunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet, à noter le podcast, à vous abonner à la chaîne. C'est un grand soutien pour la pérennité de ce podcast et je vous en remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 de cet épisode avec 2 invités experts du sujet, Anthony Costa et Florian Zores, qui nous parleront plus en détail de l'utilité des épreuves d'effort pour la santé, mais surtout de comment s'assurer d'être en bonne santé cardiovasculaire quand on fait du trail et de l'ultra. D'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.